Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. « 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. » Bonjour Benjamin Blanchard, vous êtes directeur de SOS Chrétiens d'Orient et comme tous les mardis, vous venez nous présenter les actualités d'Orient. Vous revenez à peine de rentrer du Liban. Bonjour Adèle Rosner, et oui, je suis rentré mardi après 8 jours passés au Liban et auparavant j'avais passé également une semaine en Syrie. Et que faisiez-vous donc là au Liban ? Alors déjà le but c'est comme régulièrement chaque année en fait je visite chacune des équipes de SOS Chrétiens d'Orient pour faire le point avec elles, puis notamment les volontaires qui sont toujours présents là-bas dans cette situation compliquée puisque on entend de même depuis Beyrouth les bombardements, on entend les drones toute la journée qui tournent en bourdonnant au-dessus de nos têtes, donc c'était intéressant d'aller à leur rencontre et puis de vivre pendant quelques jours leur quotidien. Alors, mais je voulais aussi voir bien sûr l'avancée des projets menés par SOS Chrétiens d'Orient et notamment un des projets phares dans la réponse à la crise que vit le pays actuellement, qui est l'unité mobile que nous avons déployée à Jezine, donc qui est dans le début du sud, on va dire, du Liban. Nous étions là-bas avec le ministre des Affaires sociales, puisque cette unité mobile est déployée en partenariat avec ce ministre des Affaires sociales. Et puis également, un des objectifs, c'était de rencontrer des personnalités libanaises pour analyser et tenter de comprendre la situation. Et notamment, j'ai eu la chance, le dernier jour, de rencontrer le président Aoun, donc, qui est le dernier président du Liban, dont le mandat s'est terminé il y a un peu plus de 2 ans. Et puis depuis, il n'y en a pas eu, puisque les députés sont incapables de se mettre d'accord. En fait, ils sont même incapables de se réunir, puisque il n'y a pas de tour de vote, puisque le quorum n'est jamais réuni, notamment puisque les députés du Hezbollah ne viennent pas siéger. Et quelle est la situation dans le pays ? Alors, comme souvent en temps de guerre, la situation est paradoxale. À Beyrouth et dans les villes chrétiennes du Mont Liban, la situation semble normale, presque normale, puisque on note la présence de plus d'1 million de déplacés dans ces régions. Donc, dans un pays de 6 millions d'habitants, 1 million, 1,2 million, c'est un nombre non négligeable. Et donc, la présence de ces déplacés déborde de partout. Et puis également, comme je disais, je me suis rendu à Jezine, donc qui est déjà un peu plus dans le sud. Et c'est un exemple intéressant, puisque c'est une ville chrétienne qui a été le théâtre de durs combats pendant la guerre civile. Et une ville chrétienne qui est entourée de villages chiites et donc qui est bombardée tout autour, puisque l'aviation israélienne bombarde ces villages chiites. Donc la ville, qui compte 8000 habitants en temps normal, accueille à peu près maintenant plus de 20 000 déplacés. Donc vous voyez que c'est pratiquement plus que 2 fois ou 3 fois la population de la ville qui est en déplacée dans la ville. Et donc le problème, c'est que les écoles publiques, quand j'y étais, n'avaient toujours pas repris les cours ou commencé les cours, puisque le gouvernement a eu la bonne idée, entre guillemets, de mettre les déplacés dans les écoles publiques. Donc si la situation dure, cela veut dire que les enfants du pays qui sont dans les écoles publiques, donc je crois que c'est presque la moitié des enfants du pays, n'auront pas cours peut-être de l'année si la situation, à Dieu ne plaise, venait à durer. Heureusement, les écoles chrétiennes, qu'elles soient privées ou semi-gratuites, ont fait le choix de continuer normalement et donc ont demandé aux déplacés de se mettre ailleurs, mais pas dans les écoles, en tout cas de ne pas empêcher la tenue des cours. Et puis enfin, 3e zone, le sud qui vit l'enfer. On parle de 48 villages frontaliers qui auraient été complètement rasés par les bombardements, où la situation serait en fait comme la ville de Gaza, ou également, toujours au sud, mais un peu moins au sud, donc entre Jezine et la frontière, la grande ville de Nabatie, qui est une capitale provinciale, et on parle de destruction très importante de cette ville. Je ne m'y suis pas rendu, mais il paraît que les dégâts sont considérables. Et quels sont les enjeux principaux aujourd'hui pour le Liban ? Alors j'en ai identifié 2 qui sont liés, bien sûr. Alors tout d'abord, premier, c'est quels sont les buts de guerre d'Israël, puisqu'ils sont inconnus. Est-ce qu'il s'agit
de détruire la force de frappe du Hezbollah, puisque c'est ce qui est affiché officiellement. Alors si ce n'est que ça, on peut imaginer que la guerre pourrait se terminer assez rapidement, peut-être d'ici janvier, d'ici l'intronisation de Donald Trump. Mais où est-ce que ce ne serait pas ensuite, une fois que cela serait effectué, de réoccuper militairement la zone au sud du fleuve Litanie? Donc, comme avant 2000, donc pendant 20 ans, Israël avait occupé cette zone du sud Liban. Ou alors s'agirait-il pas, de créer une zone tampon vidée de sa population? On pourrait le penser quand on voit que des villages entiers sont rasés. Ou alors, on entend certains ministres du gouvernement Netanyahou, les plus extrémistes, comme M. Smotrich ou M. Ben-Gvir, qui parlent même de colonisation du Sud. Et le second enjeu qui est lié, c'est le retour des déplacés dans leurs villes et villages d'origine. Vous avez vu que la France a débloqué une aide ou a réuni une aide de 800 millions de dollars pour aider le Liban. Et alors la question se pose, que faire de cette aide? Une partie du gouvernement libanais parle de déployer des préfabriqués pour loger les déplacés. Mais alors, la situation, c'est où va-t-on mettre ces préfabriqués? Et s'ils sont déployés dans les zones où sont actuellement les déplacés, cela voudra dire que ces déplacés risquent de rester longtemps, voire très longtemps, voire définitivement dans ces zones qui sont des zones chrétiennes, et cela risque de déstabiliser durablement l'équilibre confessionnel du Liban. Et les politiques chrétiens, et notamment ceux proches du président Aoun, militent, et notamment les ministres du gouvernement de ce courant, militent pour que les préfabriqués soient installés dans les villages d'origine des déplacés, après le cessez-le-feu bien sûr, pour permettre leur installation et leur retour dans leur village d'origine avant même que la reconstruction ait lieu. Quant au blocage de la situation politique au Liban, personne ne voit de solution à moyen terme. Et une dernière question rapidement. Vous êtes rentré donc mardi, juste avant l'élection de Donald Trump. Quelles étaient les attentes des Libanais par rapport donc, aux deux candidats? Eh bien, étonnamment, Donald Trump réussissait à mettre tout le monde d'accord au Proche-Orient, que ce soit en Syrie ou au Liban. Il est de notoriété publique que Benjamin Netanyahou espérait la victoire de Donald Trump, dont il est proche, mais du côté arabe, toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter dans les deux pays, en Syrie et au Liban, espéraient également la victoire de Trump. Tous espèrent que celui qui avait réussi à faire signer les accords d'Abraham sera capable d'imposer un cessez-le-feu aux différents belligérants. Ils estiment que Trump est le seul à être capable d'imposer raison au Premier ministre israélien. La victoire de Trump étant sans appel, l'avenir nous dira rapidement si les attentes arabes seront exaucées ou pas. Eh bien, merci beaucoup Benjamin Blanchard. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique de l'Orient simplifié.